Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière en fait. Une simple page web. Ah oui, Oui, la page Google Books pour une édition bien précise, celle de 1909 de The Autobiography of Benjamin Franklin. d'accord. Publiée par P.F. Collier, elle fait 397 pages. Et notre mission, si on l'accepte, Hmm, c'est d'extraire un maximum d'infos et peut-être même quelques surprises, juste à partir de ce qu'on voit sur la page. Les métadonnées, un bout de table des matières, des mots-clés. intéressant comme approche. Voir ce qu'une simple page de présentation peut nous dire. Exactement. On va voir que même sans tenir le livre, cette page est étonnamment bavarde. Alors posons un peu le décor. Notre source, c'est donc cette page Google Books. Et premier constat tout bête, Oui, on trouve des liens pour la chercher d'occasion sur iBooks, Amazon, ou pour la trouver en bibliothèque. C'est un bon rappel, ça. que tout n'est pas numérisé, même les classiques. Voilà. Même pour un monument comme Franklin, chaque édition a sa propre vie, et toutes ne sont pas accessibles en un clic. Et c'est bien cette édition de 1909 qui nous intéresse. Effectivement, et la date 1909, l'éditeur, P.F. Collier, ce sont déjà des indices. C'est intéressant aussi, la page mentionne d'autres éditions, hein. Oui, tout à fait. Une de 1886 avec des notes, une de 2007, une autre en gros caractères de 1925. Ça montre bien que quand on lit un classique, on passe souvent par le filtre d'une édition donnée. C'est un excellent point. Chaque édition peut avoir ses propres commentaires, son introduction, ses choix, et parfois même, comme on va peut-être le voir, des contenus en plus. Le choix de l'édition, c'est jamais anodin. Absolument. Et en parlant de contenu, attention, là ça devient croustillant. Regardons la section Contents, la table de matière qui est partiellement affichée. Alors, On trouve bien Benjamin Franklin, His Autobiographie. Ça commence à la page 5. Logique. Mais attendez. Juste après, qu'est-ce qu'on lit? ah, Page 175. The Journal of John Woolman. Et juste après, page 177. Chapter 1, sans doute le début du journal de Woolman. ah oui, quand même. Et la page précise même 18 other sections not shown. Alors là, Ça change tout. ah ben oui, carrément. Ce n'est pas juste l'autobiographie de Franklin, ce volume. C'est une découverte fondamentale et qui arrive très vite, juste en regardant la table des matières. Ce volume de 1909, en fait, il combine deux œuvres. C'est ça. Franklin et un certain John Woolman. C'est assez inattendu, je dois dire. Complètement. Et Google Books, là, ne nous dit pas qui est ce Woolman, mais Mais la liste des common terms and phrases, ces expressions fréquentes qui sont extraites automatiquement des textes, exactement. elle va peut-être nous aider. Allons voir. Bonne idée. Ah, voilà. On voit tout de suite des termes comme friends, Quakers, Mhm. monthly meeting, yearly meeting. Ça nous met direct sur une piste, non? Ah oui, très clairement. Ça pointe vers la société religieuse des Amis, les Quakers. John Woolman, il a vécu de 1720 à 1772. C'était une figure très importante, très respectée du quakérisme américain au XVIIIe siècle. D'accord. Il est connu pour la profondeur de ses écrits spirituels, un style de vie très simple, et surtout pour son opposition précoce, euh, radicale même, et très argumentée à l'esclavage. Ah oui, radical, vous dites, hein? Oui, bien avant que l'abolitionnisme ne devienne un mouvement vraiment large. Donc, le retrouver ici, aux côtés de Franklin, dans un volume de 1909, c'est très significatif. Significatif, oui. Mais comment est-ce qu'on peut déjà essayer de deviner l'intention de l'éditeur P.F. Collier en 1909? Pourquoi mettre côte à côte Franklin, l'homme des Lumières, le pragmatique, le symbole de la réussite, et Woolman, le mystique Quaker, le critique social? C'est un choix éditorial fort, non? C'est une excellente question. Ou c'était juste pour faire un livre plus gros, plus vendeur? Difficile d'être absolument certaine, sans plus d'infos sur la collection ou les habitudes de P.F. Collier à l'époque, mais la juxtaposition est tellement marquée que c'est tentant d'y voir une vraie intention. Laquelle? Peut-être présenter deux visages de l'Amérique coloniale, deux types de pensée du XVIIIe, peut-être offrir une perspective morale ou spirituelle avec Woolman pour compléter l'approche plus, disons, séculière et pratique de Franklin. Ou un contraste, peut-être? Ou un contraste, oui. Une tension entre ces deux figures. L'autobiographie de Franklin, c'est un peu le monument de l'optimisme des Lumières, de la construction de soi, alors que le journal de Woolman,
C'est beaucoup d'introspection spirituelle et une critique sociale qui pouvait être très dure pour l'époque. Donc lire Woolman après Franklin, ou dans le même livre, Ça nous force à lire Franklin un peu différemment, ou en tout cas à prendre conscience d'un autre pôle de la pensée et de la sensibilité de cette période. C'est très intéressant. fascinant. Et cette fameuse liste de Common Terms and Phrases, elle nous permet d'aller encore plus loin, de sentir un peu la texture des textes. Décortiquons-la un peu plus. Allons-y. Alors, on a d'abord un groupe de mots qui sonnent très Franklin, je trouve. Art of virtue, virtue, religion, heavenly, pure, truth. Ah oui. C'est le cœur de son projet d'auto-amélioration, non? Sa fameuse liste des 13 vertus. On imagine bien ces mots revenir souvent chez lui. Absolument. Ça confirme la place centrale de la quête morale, de l'éthique personnelle dans son autobiographie. C'est un texte qui se veut aussi un peu un guide pratique pour réussir par la discipline et la vertu. Et puis, un tout autre registre. Assemblée, government, governor, province, public. Tiens, avec ce cas final qui sent bon le XVIIIe siècle. Oui, l'orthographe d'époque. Pennsylvania, Philadelphia. Là, c'est le Franklin homme public. L'acteur politique, le citoyen engagé. Tout à fait. Son autobiographie, ce n'est pas juste l'histoire d'une réussite individuelle, c'est aussi une chronique de la vie civique et politique en Pennsylvanie. Et ça montre bien comment chez lui, le personnel et le public sont liés, non? Constamment imbriqués, oui, l'un nourrit l'autre. La liste nous rappelle qu'il était vraiment au cœur des réalités politiques de son temps. Son côté artisan, entrepreneur, il est là aussi. Printing house, l'imprimerie, trade, le métier, le commerce, labor, le travail. Mhm. C'est le jeune Franklin qui apprend, qui monte son affaire, l'image même du self-made man. Valeur clé qu'il met en avant. Et ses voyages, ses déplacements, son journey, le voyage, England, l'Angleterre, où il a vécu, Little Britain, un quartier de Londres, Chester River, ça donne une idée de son rayon d'action. Oui, ça ancre le récit dans des lieux précis et ça témoigne de sa mobilité entre l'Amérique et l'Europe, mais aussi à l'intérieur des colonies. Et puis, on arrive à des termes qui touchent à des réalités sociales plus complexes, plus sensibles de l'époque. Oui, On voit Indians, Amérindiens, Negroes, personnes noires, slaves, esclaves, servants, serviteurs, souvent des engagés blancs. effectivement. Alors, petit point important, on rapporte ces termes tels quels, car ils sont dans la source, et ils reflètent le langage et les catégories sociales du XVIIIe. Ça ne veut pas dire qu'on les cautionne bien sûr. C'est essentiel de le préciser. Mais leur présence, ça indique que Franklin, et sans doute Woolman aussi, abordent ces groupes et les questions sociales qui vont avec. C'est un point crucial, oui. L'autobiographie de Franklin, même si elle est centrée sur lui, n'ignore pas complètement le contexte social de la Pennsylvanie coloniale. Une société diverse, traversée de tensions, y compris l'esclavage et les relations avec les peuples autochtones. Et avec Woolman, dans le même livre, Woolman, qui est connu pour son anti-esclavagisme, l'écho de ces termes devient encore plus fort. On peut imaginer que son journal aborde ces questions de manière plus directe, plus critique peut-être que Franklin. et du coup, la forte présence de mots Friends et Quakers, ça prend tout son sens. Exactement. Non seulement Philadelphie était un bastion Quaker, et Franklin a forcément eu affaire à eux, mais avec le journal de Woolman, ce groupe religieux devient central dans la deuxième partie du livre au moins. Indéniablement, le quakerisme n'est plus juste un décor, il devient un sujet en soi grâce à Woolman. Ça suggère que le volume explore peut-être différentes formes de spiritualité, d'engagement moral, Celle de Franklin, plus déiste, pragmatique. et celle de Woolman, profondément ancrée dans la foi et la communauté quaker. Et enfin, il y a même des noms propres dans la liste. Keimer, Samuel Keimer, cet imprimeur un peu excentrique, son premier employeur, puis concurrent à Philadelphie. Ah oui, une figure pittoresque de l'autobiographie. Lord Loudon, un commandant britannique pendant la guerre de 7 ans, avec qui Franklin a eu des démêlés. William Penn, le fondateur Quaker de la Pennsylvanie, incontournable, et John Sykes. Ça me dit moins quelque chose. Peut-être une connaissance mentionnée par Woolman dans le contexte quaker. Ces noms, ça promet des anecdotes, des portraits, des interactions qui rendent le récit vivant. Absolument. Ce qui émerge de cette simple liste de mots-clés, finalement, c'est une image incroyablement riche, nuancée, à la fois de Franklin lui-même, l'artisan, le penseur moral, l'homme public, etc., mais aussi du monde dans lequel il vivait. La Pennsylvanie coloniale, avec ses complexités. Voilà. Et surtout, cette analyse nous révèle le pot aux roses. Cette édition de 1909, c'est un diptyque. Franklin et Woolman. 2 voix, 2 parcours, 2 sensibilités, issus du même terreau mais avec des fruits bien différents. Et même l'orthographe ancienne, comme public ou che pour chaud, ça nous replonge dans l'époque.
Du coup, pour quelqu'un qui chercherait juste à lire l'autobiographie de Franklin, tomber sur cette édition de 1909 sans savoir, ça pourrait être déroutant. Ou une bonne surprise. Ou une bonne surprise, oui. Mm. Mais ça change l'expérience de lecture potentielle. On n'a pas Franklin pur, si je puis dire. On a Franklin en dialogue, que l'éditeur l'ait voulu ou non, avec Ullmann. Exactement. Et ça souligne l'importance de regarder de près les informations qu'on a sur une édition avant de la choisir. Qu'est-ce qu'il y a autour du texte principal? Des notes, une intro, d'autres textes. Comme ici. Ici, la découverte est majeure. Quasiment la moitié du volume est consacrée à un autre auteur, John Woolman. Et sa perspective complète, voire même défie, celle de Franklin sur certains points, comme la justice sociale ou la spiritualité. C'est une info essentielle que cette page Google Books nous a donnée, mine de rien. On voit donc que même une source qui paraît limitée comme ça, une page de présentation, elle peut être très instructive. En grattant un peu les détails, éditeur, date, table des matières, mots-clés, on a pu confirmer les thèmes attendus chez Franklin. La vertu, la politique, l'imprimerie, Philadelphie. Mais surtout, découvrir cette présence significative de John Woolman. Et l'importance du contexte Quaker, des questions sociales dans ce volume spécifique. C'est ça. En résumé, notre petite exploration rapide de cette page Google Books nous a appris l'essentiel. Cette édition P.F. Collier de 1909 de l'autobiographie de Franklin, c'est en fait une œuvre double qui associe Franklin à John Woolman. Voilà. Les mots-clés confirment la richesse thématique de Franklin, mais soulignent aussi la présence de sujets sociaux cruciaux et l'importance du quakerisme renforcée par Woolman. C'est une belle démonstration de la valeur de l'analyse du paratexte, tout ce qui entoure le texte, pour comprendre ce qu'est vraiment une publication. Et ça nous laisse avec une petite pensée pour la route, peut-être. Une question qui découle de tout ça. Je vous écoute. Quelle vision de l'Amérique du XVIIIe siècle l'éditeur P.F. Collier cherchait-il à construire ou à promouvoir en 1909 en réunissant ces deux voix si distinctes? Bonne question. D'un côté, Franklin Fall, le prototype de l'homme moderne. Pragmatique, tourné vers le succès ici-bas, l'organisation rationnelle de la société. Et de l'autre, Woolman, l'homme de la conscience tourmentée, guidé par une lumière intérieure, appelant à une transformation morale radicale face à l'injustice. Une tentative de synthèse, peut-être, ou au contraire la mise en évidence d'une tension. Oui, une tension fondamentale, peut-être au cœur même de l'expérience américaine. Entre le pragmatisme et la conscience morale, entre l'action et la contemplation. Une question à méditer, qui nous rappelle que la façon dont les textes nous sont présentés, eh bien, ça influence profondément notre lecture.